Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Galaxy of Heroes. Alors aujourd'hui on va parler de deux Omicrons, celui d'Akbar et celui de Leia, puis le fait que ça puisse rendre une team assez solide, je pense plus en défense qu'en attaque, même si je doute pas qu'en attaque ça peut faire quelque chose. J'ai pu faire quelques enregistrements, alors moi je les ai pas, ces deux Omicrons là. Mais j'ai pu faire quelques enregistrements de quelqu'un qui a attaqué une Akbar Omicron avec une Leia Omicron. Donc je vais vous montrer ça après. Juste avant de montrer les combats, je vais revenir sur les Omicrons, ce que ça fait. Euh, pour Akbar, au début de la bataille, tous les alliés obtiennent un bonus de ténacité pendant 2 tours, ce qui est quand même pratique parce que au cas où ils joueraient après, eh ben, ils prennent pas de malus, donc ils vont pouvoir ensuite enclencher leurs attaques. Si tous les alliés sont rebelles, à chaque fois que la numération d'un allié prend fin, ce dernier obtient 3% de jauge de tour. Chaque fois qu'un allié utilise une capacité autre qu'une attaque, tous les alliés récupèrent 5% de santé à la place, et à la place d'un allié aléatoire, les deux autres alliés les plus faibles sont invoqués. Les délais des alliés invoqués sont réduits de 1. Donc ça a l'air compliqué comme ça, là. Mais en fait, ça a une mécanique pour résumer, c'est une mécanique de soin et de gain de jauge de tour. Donc ce qui est assez pénible parce que c'est une équipe qui peut potentiellement gagner beaucoup de buffs. Et en fait, ça n'arrête pas. C'est juste qu'il faut trouver la bonne combinaison. Et pour Leia, alors, je ne me rappelle plus. Voilà, chaque fois que Leia attaque, elle a 55% de chance de conférer à tous les alliés rebelles la rétribution pendant 2 tours. 55% de chance de conférer à tous les alliés rebelles un bonus de ténacité pendant 2 tours. Tous les autres alliés rebelles récupèrent 5% de santé et de protection. Donc en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est les deux cumulés, en fait, ils regagnent la jauge de tour et regagnent et récupèrent de la santé, de la protection. Mais en plus, avec les rétribes, et ben, ça, avec l'assist qu'on a vu sur Akbar, ben, en fait, ça s'arrête jamais, quoi. Puis ça gagne des bonus. Comme ça va jouer un tour, 2 tours sans que vous ayez le temps de jouer, ben, ça va regagner, ça va perdre les bonus, qui va regagner la, l'attaque, etc. Ça perd ses bonus, ça gagne ses bonus. Donc c'est sans fin. Je vais vous montrer les combats, puis à la fin, je vais vous montrer, selon moi, les deux meilleures équipes qu'on peut faire avec ces Omicrons-là, puis vous me direz ce que vous en pensez. Je pense personnellement que c'est une équipe qui est très intéressante avec ces deux Omicrons-là, parce que ça permet de recycler des personnages dans la faction rebelle qu'on n'utilisait pas, et de rendre une team qui est pénible en défense. Donc je vais commencer, je vais vous montrer les combats, j'arrive tout de suite. Donc, juste avant de démarrer l'enregistrement, il faut savoir que on a d'abord voulu tester avec une Traya. On s'est dit tout simplement que avec les assises dans tous les sens, ils allaient perdre leur santé, leur prot, ce qui est vrai pour les gars, mais le regain de santé de protection. Et c'est surtout qu'il n'y a pas tant d'assist. Il y a de l'assist, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est plutôt du gain de TM sans arrêt, un peu comme les soldats de l'Empire. Donc, sauf que les soldats de l'Empire, il y a en plus beaucoup d'assists. Donc vous allez voir ça. Il va avoir le temps de jouer un petit peu, mais ça va être vite que l'équipe va mourir. Alors c'est pas une Traya très très bien montée, mais quand même, c'était du G12 quoi. Donc, vous allez voir ça tout de suite. Avec un Dooku qui était relique, je précise, et l'IG-88 était relique aussi. Comme vous voyez, ça arrête pas de jouer, ça gagne du bonus, ça perd du bonus, ça regagne, ça pose la confusion. Alors, cette combinaison-là d'équipe, là, je la trouve pas mal, sauf que C3PO, le défaut de ça, je trouve, c'est que ça prive C3PO ça prive une CS de C3PO. Mais moi, je mettrais R2D2 en fait à la place de C3PO, ce qui fait qu'avec Arm Stormtrooper, qui gagne, parce que lui, il a de la riposte, il a de l'attaque, il gagne du TM quand on tape, donc ça peut être vite infernal. Comme vous voyez, la Traya a rien pu faire, quoi. C'était infernal. Qu'ensuite, pour le deuxième combat, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est
comment dire, bah, là, on était quand même dans une GA, donc on voulait pas, on voulait quand même essayer de tomber. On s'est dit, bah, on va envoyer une CLS, ça devrait rouler tout seul, et puis, et puis ça va bien se passer, quoi, parce qu'on voulait terminer le combat. On s'est dit, ben, avec le One Shot First, on va pouvoir, comme Leia avait perdu de la santé avec le précédent match, et ben, ça aurait roulé tout seul, quoi. Le problème, c'est que le combat va pas durer longtemps, donc on n'aura pas vu ce que fait une CLS. Vous allez voir qu'on va avoir le temps de tuer Leia, sauf qu'instantanément, elle sera res par le Han des Neiges. Donc peut-être que c'est lui qu'il faut tuer en premier, sauf que si on a un des Neiges qui est bien modé, tu sais, mettons qui est modé comme un tank, ah, ça peut être compliqué à tomber avec, même avec un shoot comme ça. Puis une fois que l'équipe va commencer à jouer, là je serais curieux de voir ce que ça donne. Le truc c'est qu'il va cracher, donc on n'aura pas le temps de voir ce que donne une CLS au complet, quoi. Donc je vais mettre la vidéo, vous allez comprendre. Donc là, il a le handshot first, donc il en profite pour tuer les gars. Et là, instantanément, ben, si vous voyez bien, là, ça joue et là, ça crache, mais la CLS aurait pas eu le temps de jouer, l'équipe en face est déjà en train de regagner de la jauge de tour, donc c'est infernal. Alors ensuite, pour la vidéo suivante. Alors, donc, pour la vidéo suivante, là, on décide d'envoyer... il lui restait plus que ça dans l'inventaire. Je précise, ces vidéos-là, je les ai fait avec Tic, un membre de notre Discord, là. Et... oui, c'est Tic, je crois. Anciennement, dans Guildmate chez Double Venus. Et en fait, c'est ce qui lui restait en perso relique. Alors, c'est des persos qui sont quand même modés correctement et tout. On s'est dit, on va voir si on arrive à faire quelque chose. Et vous allez comprendre un peu ce qui se passe. Vous allez voir ce qui se passe, c'est infernal. C'est-à-dire que la team, en fait... Alors, c'est sûr, là, il y a le bonus de tour qui a commencé... donc ils ont un avantage à la vitesse, mais quand même, ce que je veux dire, c'est que la team va avoir le temps de les tuer, ils vont pas jouer. Si vous regardez, notre team de notre côté ne gagne pas de jauge de tour. Et en attendant, bah, chez eux, ça n'arrête pas. Alors vous imaginez en plus avec la rétribution, pour peu qu'on arrive à taper, ils vont riposter et hop, ça réenclenche la mécanique de gain de jauge de tour et d'assist. Cette équipe, c'est infernal. Infernal. Je pense que c'est une très bonne équipe de défense à mettre en deuxième territoire ou alors en territoire du Nord pour, pour comment dire, pour obliger peut-être à essayer d'autres choses à côté, mais je pense qu'on est obligé d'envoyer quelque chose de costaud là-dessus, quoi. Donc là, je vais représenter quelques équipes. Donc voilà, ça c'est la première équipe que je propose. Selon moi, c'est la best. C'est que des farms de GL, enfin de GL de prérequis de personnages importants, parce que dedans il y a le farm de Chevalier Luc. Je trouve que cette équipe-là peut être vraiment pénible avec un R2D2 très rapide qui mettrait le buff sur Anne qui rendrait les autres invisibles. Je pense que ça serait top. Je vais juste relire son kit pour être sûr de ce que je parle. Mais il me semble, réduit de 30%, c'est ça. Au début de chacun de ses tours, il a 25% de chance de réduire de 30% la jauge de tour de chaque ennemi, ce qui est assez fort. Il récupère 5% de protection et 25% de chance de réduire de 10% la jauge de tour de chaque ennemi lorsqu'il subit des dégâts. Donc effectivement, surtout si vous avez une équipe qui fait beaucoup d'assists, il y a des chances que lui gagne déjà plein de protection, mais surtout qui réduisent le TM adverse, qui fait que notre team va pouvoir se lancer, quoi. Donc je trouve ça intéressant comme tank. Si je faisais une autre variante, on pourrait mettre le vieux Ben.
parce que c'était un excellent, mine de rien, c'était un excellent tank, je trouve. C'est un tank que j'ai pas monté, parce que moi, la faction rebelle, là, je suis à des années-lumière de commencer cette faction. Mais là, au moins, c'est que des prérequis de légende. Je pense que cette équipe peut être quand même intéressante, avec la même mécanique de mettre avec R2 le buff sur le vieux Ben, ça serait la même chose, sauf qu'il n'y aurait pas le gain de jauge de tour. Mais je pense que ça peut être sympa. Puis lui aussi met des buffs qui, quand ils sont perdus, ben, ils ont toute la mécanique de gain qu'on a expliqué tout à l'heure. Si je refais encore une autre variante, alors il y a celle-là qui pourrait être intéressante. Avec Base et Chirrut qui, ben, c'est pareil, lui il met des buffs de soins qui sont intéressants. Base c'est un excellent tank, je trouve. Très sous-estimé. En fait, comme il n'est pas dans des prérequis de rien du tout, souvent il n'est pas monté, alors que je trouve que c'est un duo qui est intéressant. Je vais vous présenter d'autres choses aussi. Avec les deux pilotes, je me dis pourquoi pas. Sauf que la différence, c'est que là, il n'y a pas de tank. Donc je suis moyennement chaud de cette combinaison. Euh, donc voilà, ça pourrait être une variante si on n'a pas autre chose à mettre. La dernière variante dont je parle, c'est avec Luc Fermier. Alors il y en a beaucoup qui vont dire, mon Dieu, comment ça, Luc Fermier? Alors je sais pas si c'est viable, mais il y a une théorie. Alors je sais plus si c'est quoi son truc. Au début de chacun de ses tours, Luc obtient un bonus de dégâts critiques de D% jusqu'à la fin de l'affrontement. Donc en fait, il a un DPS croissant qui peut monter à l'infini. Étant donné qu'il y a beaucoup de gains de jauge de tour avec cette équipe, peut-être, je dis bien peut-être, que eh ben, à force de gagner des tours, il finirait par taper très très fort. Pourquoi pas? Ça, c'est la petite équipe bonus. La première que j'ai présentée, selon moi, c'est la meilleure. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, mais, je pense que c'est une équipe. Quand on a les persos, les Omicron, je sais que c'est encore très rare là. Moi personnellement, j'en ai posé qu'un seul pour l'instant, c'est celui de Phasma Omicron. J'en ai mis nulle part. Mais j'aurai une team de rebelles, de montée, de reliques, etc. Donc il faudrait que je monte l'Akbar. Je pense qu'Akbar, il faudrait au moins le mettre relique 3. Je pense que c'est pas perdu parce que pour son moine, là, c'est intéressant de l'avoir relique. Donc je pense que c'est une équipe qui vaut la peine. Ça dépend de ce que vous avez. Je sais qu'il y a des grands débats sur non, faut pas mettre cet Omicron-là, faut pas celui-là, il est pas bon, etc. Là, j'avais parlé notamment du directeur clinique qui faisait beaucoup débat. Mais au final, l'ordre des Omicrons, je pense qu'il faut que ça aille avec votre plan de farm. Si effectivement il y a un très bon Omicron, là je prends l'exemple de. Allez, par exemple, Hayden. Hayden, c'est un Omicron qui est vraiment, vraiment, mais vraiment très bon. Sauf que les soldats de l'Empire qui vont avec, pour le moment, ben, je vais pas les monter. Je vais pas les monter parce que j'ai des choses urgentes avant. Donc, je le ferai pas. Donc, si j'avais ces personnages-là qui étaient reliques, je pense que je les mettrais immédiatement. Parce que ça me ferait une bonne team à mettre en défense et qui oblige l'adversaire à se casser la tête. Puis, il n'y en a pas encore beaucoup. Krinik, là, j'y pense encore à le mettre. Le truc, c'est que lui, sa team est relique, mais c'est que j'ai comme 4 états à poser dessus. Comme effectivement, je ne compte pas monter l'équipe d'Aiden tout de suite, eh ben, le Death Trooper, je pourrais m'en servir. Donc, par rapport à mon roster, moi, l'Omicron de Krinik pourrait être intéressant, parce que c'est la seule team que j'ai d'à peu près de monter. Mais là, j'ai comme 4 états à faire dessus. Là, je suis reparti sur le. Je suis en train d'aller chercher Gas. Donc, je farm. Là, je farm ces 3 PO. Après, je vais farmer ma team séparatiste au complet. Donc, pour l'instant, les états, je peux pas me permettre. Mais c'est ça. C'est à chacun de voir ce qu'il a dans son roster. Et de pas forcément attendre. Là, ça commence à rentrer les Omicrons. Je sais pas combien on en gagne par mois. Mais voilà, moi j'en ai déjà 5 à poser que j'ai pas consommé. Si j'étais en train de monter Zam, je pense que, enfin Zam et Fennec, parce que les deux, il faut que je les monte. Si j'avais ces deux-là, je pense que ça serait Zam que je ferais en premier. Mais voilà, chacun fait ce qu'il veut en fonction de son rythme de jeu. Mais je pense, après c'est mon avis,
que les Omicron, au final, placez-les avec ce que vous avez dans votre roster et pas forcément avec des classements, de savoir c'est lesquels les meilleurs. Parce que les meilleurs, vous êtes peut-être pas prêt de les monter, donc à quoi bon les stocker là, faire comme moi, là j'en ai 5 là, c'est un peu du gâchis de pas en poser, quoi. Donc sur ce, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à bientôt.